Et pour vous dire également qu'à l'issue de notre... dans les grands... Et où il est notre premier orateur, je me tourne vers lui en lui demandant, à la lumière de son expérience personnelle, à la lumière de sa carrière dans les dernières années, que pense-t-il et que nous dit-il de l'évolution de l'Afrique? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Je remercie personnellement le ministre Jean-Marie Bockel de m'avoir invité à ce colloque. Et je me félicite de la justesse du thème choisi, thème intitulé « L'Afrique, notre avenir, pour le pire ou pour le meilleur ». À cette question, je vais essayer d'exprimer une hypothèse réponsive disant « L'Afrique, notre avenir, l'avenir de la France, l'avenir de l'Union européenne, l'avenir de l'Europe, l'avenir du monde entier, mais beaucoup plus pour y lutter contre les guerres civiles, pour lutter contre le terrorisme et pour y lutter contre ce qui a été qualifié lors de la première table ronde, la bombe migratoire, sauf si nous parvenons, aussi bien les Africains nous-mêmes que l'ensemble de la communauté internationale, à promouvoir dans chaque État africain et dans toutes les instances régionales et panafricaines la paix démocratique. Cette paix démocratique qui remonte à Emmanuel Kant dans sa théorie de la paix perpétuelle. Cette paix démocratique également qui est promue par Michael Joy, qui a théorisé sur le concept de démocratie qui ne se font jamais la guerre et seulement entre les démocraties. En effet, il est démontré, et l'Union européenne, et ici que les États européens sont mieux placés pour le savoir, que partout où les valeurs démocratiques sont promues, la paix s'installe durablement. Je ne veux pas le dire à la France, qui, avec l'Allemagne, ont été les moteurs de la construction européenne. Je ne veux pas le dire en France, pays moteur de l'Union européenne avec l'Allemagne, qui ont œuvré de façon particulière à faire en sorte que la paix soit étendue en Europe, notamment par les conditionnalités politiques des processus d'élargissement au niveau de l'Europe de l'Est et du Centre, ainsi que d'associations. Mais, bien sûr, ces conditionnalités politiques aussi, qui existent dans les accords unissant l'Union européenne aux pays ACP, conditionnalité politique de l'accord de Cotonou, mais dont les Africains, et c'est le sentiment en tant qu'Africains que nous avons, et en tant que dirigeants africains que nous avons, que cette conditionnalité politique qui a réussi à pacifier les processus, les pays de l'Afrique, de l'Europe de l'Est, par le processus d'élargissement, la conditionnalité politique n'est pas suffisamment mise en œuvre en Afrique pour faciliter, pour contribuer. Il ne s'agit pas aux Européens de démocratiser l'Afrique, il s'agit aux Européens de contribuer à la démocratie, à la promotion des valeurs démocratiques dans tous les pays d'Afrique. Nous le disons d'autant plus que nous avions été témoins. Sous le président Gnassingbé Yadema au Togo, lorsqu'il y a eu des sanctions économiques prises par l'Union européenne, le Togo a pu résister pendant 8 ans sous le président Yadema, et même beaucoup plus tard aux sanctions économiques européennes, parce que beaucoup de pays européens, et particulièrement la France, n'étaient pas suffisamment déterminés à l'application des sanctions, pour des raisons multiples. Et nous nous posons la même question
au regard des évolutions que nous avions constatées dans un ensemble d'autres pays d'Afrique, notamment le cas du Gabon, que je pourrais ici prendre un exemple simplement pour faire une illustration. Le cas du Gabon de l'élection présidentielle de 2016 est une particularité. Particularité en Afrique, particularité dans tous les pays qui aspirent à la démocratie pour la promouvoir ou pour la consolider, parce que tout simplement, même si partout en Afrique, il est souvent allégué des cas de fraude pendant les élections, il est particulièrement rare, sinon le Gabon constitue un cas unique à son genre, où les fraudes électorales où les fraudeurs ont été pris la main dans le sac. La main dans le sac, pendant que moi j'étais ministre de la Justice, avant bien sûr que pour cette raison fondamentale, j'ai décidé de démissionner. Ministre de la Justice, invité dans le cadre de cette élection, d'aller annoncer à la télévision gabonaise, je le dis avec beaucoup d'aisance, que nous avons dans la salle, outre le président Jean Ping, mais également un autre opposant qui a participé à la campagne contre nous qui étions au pouvoir, M. Louis-Gaston Maïla, qui, bien sûr, à Libreville, avait exprimé une sorte de volonté d'aller dialoguer dans le cadre du dialogue qui a été initié par M. Ali Bongo Ondimba, même si depuis leur arrivée en France, je crois que sa position a été un tout petit peu nuancée. Lorsque le 30 août, nous avons une partie des élections, des résultats électoraux dans le pays, et qu'il restait des résultats de Libreville, en particulier la province de l'Estuaire en général et la province du Haut-Ogooué. Il y a des accusations de fraude qui viennent et de la part de l'opposition et de la part du pouvoir. L'opposition accusant le pouvoir d'être en train de falsifier les résultats de la province du Haut-Ogooué, dont sont originaires les parents de M. Ali Bongo Ondimba. Le pouvoir, par le biais de M. Ali Bongo Ondimba, accusant M. Jean Ping d'avoir organisé la fraude par le truchement d'un spécialiste en informatique dont j'ai découvert l'appellation anglaise, il s'appelait hacker, même si tout à l'heure dans les différents débats qui m'ont précédé, les différentes conférences qui m'ont précédé, on a démontré que la francophonie a encore les meilleurs jours, mais le terme hacker qui a été utilisé au Gabon dans un pays francophone est un terme plutôt anglais. Hacker qui serait de nationalité ivoirienne, qui aurait trafiqué les résultats électoraux pendant le processus de leur transmission de l'intérieur du pays vers la Commission nationale électorale. Et le ministre de la Justice que j'étais était chargé, à la demande de M. Ali Bongo Ondimba, d'aller expliquer à la télévision qu'il y a une fraude massive qui vient d'être découverte et que le ministre de la Justice que j'étais, j'instruisais donc conséquemment le procureur de la République de Libreville pour qu'il puisse engager des poursuites, et en même temps j'en devrais annoncer que je reviendrai le lendemain pour venir rendre public les premiers éléments de l'enquête. Je ne veux pas rester sur le débat de la procédure judiciaire, des enquêtes judiciaires placées sous le sceau du secret, mais j'en passe, mais simplement que j'ai tenté en vain d'expliquer à M. Ali Bongo Ondimba que s'il peut y avoir fraude, trouvons un autre argument. Mais que l'argument du hacker dans des résultats électoraux qui ne sont pas transmis par voie électronique, qui ne sont pas enregistrés électroniquement, qui font l'objet de procès-verbaux manuels, support papier rempli manuellement sur un papier comme celui-ci avec de l'encre noire ou de l'encre bleue, il ne pouvait pas y avoir l'intervention des hackers pour inverser les résultats en faveur de l'opposition et en défaveur du pouvoir. Je n'étais pas compris. J'ai compris à la limite que l'Afrique est très, très en avance sur le reste du monde
parce qu'on était capable même d'avoir inventé les pirates informatiques avant que l'informatique ne soit inventée. C'est dans ces conditions que j'ai demandé à M. Ali Bongo d'accepter le recomptage transparent, tel que le peuple le demandait, tel que la communauté internationale en général, l'Union européenne en particulier, les États-Unis en particulier, la France en particulier le demandaient. Et que si nous parvenons à un recomptage qui vous donne gagnant, vous serez conforté dans votre position pour un deuxième mandat de président de la République et l'opposition n'aurait plus rien à redire. Mais que si il est établi que c'est M. Jean-Ping qui l'aurait emporté, il faudra faire preuve d'esprit démocratique. On est encore relativement jeunes, lui et moi, la différence c'est 5 ans. Donc, il faut prendre le téléphone, appeler M. Jean-Ping, l'en féliciter pour sauvegarder la chose la plus essentielle qu'a le peuple gabonais, qu'avait le peuple gabonais jusqu'au 31 août, la paix. Paix dont le Gabon était endeuillé, paix qui permettait aux opérateurs économiques européens, aux opérateurs économiques français de pouvoir investir et de réaliser un ensemble de bénéfices qui rentrent dans le cadre de la croissance économique de vos différents pays. Malheureusement, je n'ai pas été compris. Le recomptage a été refusé à la Commission nationale électorale. Les opérateurs économiques, les opérateurs de l'Union européenne mis sur écoute sauvage, puisque les écoutes doivent être judiciaires, encore que même lorsque c'est judiciaire, si ce n'est pas suffisamment encadré par une loi, la France a fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme entre 1990 et 1991 pour une affaire pourtant d'écoutes judiciaires qui sont prévues par le Code de procédure français. Et nous avions, et pourtant, un accord, un protocole d'accord avec l'Union européenne, indiquant clairement quelles sont les missions des observateurs de l'Union européenne, indiquant clairement qu'ils doivent avoir accès à toutes les données, à toutes les institutions participant au processus électoral. Ce protocole d'accord a été violé parce qu'un protocole d'accord, la première chose, il faut l'appliquer de bonne foi, c'est le principe. En matière de convention internationale, pacta sunt servanda, ce processus, dès l'instant qu'il n'y a pas confiance, on a mis les observateurs sous écoute. Je ne sais pas si l'Europe, l'Union européenne, parviendra à traduire devant la Cour européenne des droits de l'homme le cas du Gabon qui a fait l'objet d'écoute vis-à-vis des citoyens européens. Et ensuite, les intimidations contre les observateurs. Et bien sûr, le refus d'avoir recompté a entraîné ce qui se passe aujourd'hui au Gabon depuis le 31 août, la guerre civile. Un conflit suffisamment important parce que le peuple gabonais reste déterminé à faire prévaloir l'expression de son suffrage. Depuis que j'ai eu ou la chance ou la malchance de venir en Europe d'abord par un ULM au départ et ensuite continuer un peu de façon normale, j'entends partout, et y compris auprès des personnalités que j'ai rencontrées, que le problème au Gabon serait un problème entre deux individus, M. Ali Bongo Ondimba et M. Jean-Ping, qui seraient des membres d'une même famille. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'en démissionnant et du gouvernement et du Parti démocratique gabonais, je ne suis pas allé dans l'opposition rejoindre M. Jean-Ping et les autres. Je suis allé rejoindre le peuple gabonais pour prendre fait et cause pour ce peuple et faire en sorte que la démocratie puisse régner, que la paix soit préservée et que l'expression de la volonté populaire soit acceptée et admise et que le peuple puisse jouir de son droit de choisir et de révoquer librement ses dirigeants, bien sûr sans passer par la case Paris, ni par le Premier ministre français, qui, en janvier dernier, en janvier 2016, ça ne fait pas encore un an, avait dit sur les antennes des chaînes françaises que M. Ali Bongo Ondimba n'a pas été élu en 2009 comme on entend. Mais moi j'étais témoin en 2009. Je suis témoin en 2016. En 2009, même s'il y a eu des allégations de fraude, personne n'a été pris la main dans le sac.
Et M. Ali Bongo Ondimba n'a pas invoqué des questions concernant les hackers. Et en 2016, où les gens sont pris la main dans le sac, où tout le monde est unanime, même après la proclamation par la Cour constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle, par sa proclamation, n'a pas permis d'élever tous les doutes. C'est le propos de l'Union européenne, c'est le propos des États-Unis d'Amérique, c'est le propos de la France. Et avant même que le rapport de l'Union européenne ne soit rendu public, que déjà, les ressortissants françaises commencent à vouloir cautionner l'existence d'un président au Gabon qui appellerait à un dialogue, ne se souvenant même plus de ce que conseille un politologue américain qui interdit par des propos suffisamment édifiants que l'on ne négocie pas avec un dictateur et que la seule façon de négocier avec un dictateur, c'est de pouvoir s'accorder avec lui sur le filon qu'il faut mettre en place lui permettant de sortir du pays et d'aller exister ailleurs, laisser que la démocratie puisse prévaloir. Est-ce que la France en particulier, l'Union européenne en général, pense que le travail d'exportateur de la paix, de la démocratie, des valeurs démocratiques, à travers le côté est de l'Europe, est-ce que l'Europe en général et la France en particulier pense qu'il va être difficile ou impossible d'exporter les valeurs démocratiques vers sa partie sud, de sorte que l'avenir de l'Europe, l'Afrique est notre avenir, pour que cet avenir soit radieux et que nous ayons une relation dans le cadre à venir, une relation qui soit meilleure et non pas une relation qui devienne pire. Les meilleurs remparts, les investisseurs européens en général et français, dans une Afrique devenue de plus en plus jeune, dans une Afrique suffisamment pénétrée par la révolution numérique, le meilleur rempart des intérêts stratégiques et économiques européens et français en Afrique d'aujourd'hui et de demain, ce sera les populations africaines constituées essentiellement de jeunes qui sont sortis des relations traditionnelles pour lesquelles on allait négocier avec le président de la République et sa famille. Je l'ai entendu ici pour avoir le marché. La meilleure façon pour l'Europe qui était constituée d'États démocratiques, c'est de permettre l'intégration de démocratie en Afrique, de sorte que demain, les investisseurs européens puissent devenir compétitifs par rapport aux autres concurrents que vous avez désormais de plus en plus sur le terrain africain. Et c'est ce qui permettra à l'Europe de tirer profit du partenariat avec l'Afrique, à l'Afrique de tirer profit du partenariat avec l'Europe, dans une dynamique, je ne veux pas dire gagnant-gagnant, mais dans une dynamique qui permette réellement de mieux tisser des relations entre nos différents peuples, de les renforcer. Et nous avons l'avantage, pour ce qui concerne le Gabon, d'être une communauté chargée d'histoire positive et qu'il faut davantage positiver. Chargée, bien sûr, de la même culture, puisque les enfants gabonais et d'Afrique francophone, la première langue qu'ils parlent désormais, même avant d'aller à l'école, c'est la langue française. Voilà un peu ce que je puis partager avec vous, l'expérience gabonaise en la matière, et nous pensons que le peuple gabonais, le même qu'il reste déterminé sur le terrain à faire prévaloir l'expression de sa souveraineté, à se battre pour que, quelles que soient les conditions et quel que soit le prix, son droit à la vie soit préservé et son droit de révoquer, de choisir et de révoquer ses dirigeants soit absolument accepté. Dans cette lutte que mène le peuple gabonais, que mènent les peuples africains, nous attendons beaucoup de la contribution qui n'est qu'un appoint. Il ne s'agit pas aux partenaires de faire le travail du peuple. Le peuple est déterminé et reste déterminé sur le terrain. La situation au Gabon, ce n'est pas une situation entre deux individus, c'est une situation entre un peuple qui veut absolument faire prévaloir sa souveraineté et un tyran devenu sanguinaire qui refuse cette souveraineté à ce peuple-là. Je vous remercie.
Merci à Monsieur Oudunga.